Et merci de votre présence ce matin. Alors, en fait, moi, je ne suis pas organisateur du tout de la journée. Je m'appelle Mathieu Esbroya, je suis le vice-président numérique et pédagogie innovante de l'Université d'Orléans. Et donc, je vais faire un rapide mot d'introduction. Déjà, pour féliciter les organisateurs de cette journée, parce qu'effectivement, même si on entend sans arrêt depuis 2 ans ou 3 ans maintenant que l'IA arrive à toute vitesse, qu'il faut monter dans le train en n'ayant même pas pris son billet des fois, mais en y allant le plus vite possible, effectivement, des temps de réflexion et des temps d'acculturation sont nécessaires. Et donc aujourd'hui, vous aurez donc les deux, à la fois une première partie qui vous présentera un petit peu ce que sont les outils d'IA, et puis ensuite des cas pratiques d'utilisation. Je crois que c'est le bon complément, c'est-à-dire à la fois bien comprendre, bien démystifier l'outil, et puis derrière, donc avoir compris à la fois ses limites et ses potentiels, comprendre l'usage général, et puis passer à des usages plus spécifiques. Et je pense que sur les usages spécifiques, en fait, pendant encore plusieurs années, on aura régulièrement des mises à jour nécessaires, puisque de nouveaux outils apparaissent tous les jours. Alors, certes, peut-être qu'on ira essentiellement vers du prompting, mais des promptings un peu spécialisés, et puis comprendre les capacités de ces techniques de prompting. Et puis, si vous ne savez pas ce qu'est le prompting, vous allez le découvrir dans pas longtemps, mais je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Juste rappeler aussi qu'il y a, finalement, c'est un lieu qui se prête beaucoup de discussions sur l'IA, parce que ça fait à peu près 2 semaines, il y avait la région Centre-Val de Loire qui organisait dans ce même amphithéâtre un tribunal des générations futures sur l'intelligence artificielle, que vous pouvez d'ailleurs trouver en replay sur le site de l'université, sur la chaîne YouTube de l'université. Dire également que dans cette réflexion un peu générale sur l'IA, on s'est doté au niveau de l'université d'une charte qui est passée en conseil d'administration en octobre dernier. Alors je pense qu'un certain nombre d'enseignants maintenant discutent avec les étudiants. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore consultée, je vous invite à la consulter. Elle est disponible en plusieurs lieux, excusez-moi, sur le NT, sur l'intranet, sur le site web de l'université. Dire qu'il y a également des réflexions au niveau national pour se doter d'un gabarit de charte qui soit partageable par tout l'enseignement supérieur, auquel on contribue avec d'autres gros contributeurs comme Rennes notamment, qui est une université qui travaille beaucoup sur les questions d'IA. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Passez une bonne journée et bravo encore pour votre initiative. Merci. Alors, je ne vais pas parler très longtemps non plus. Ethan, vous pouvez venir à côté de moi, s'il vous plaît? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Odile Levaniguel et je suis co-directrice du Master Droit social et gestion des ressources humaines et de l'École des relations de travail qui organise donc en partenariat cet événement. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent pour cette manifestation sur l'IA qui, comme l'a très bien dit mon collègue, n'est pas la première et elle ne sera pas non plus la dernière au regard de son utilisation grandissante autant par les professionnels du droit que par nos étudiants, qu'il faut qu'on accompagne, ils vont plus vite que nous, donc voilà, nous on court presque derrière eux. Alors cet événement, c'est aussi l'occasion, donc comme je vous l'ai indiqué, d'un partenariat entre le master droit social et gestion des ressources humaines. Les étudiants de ce master sont en apprentissage. Et puis l'école des relations au travail qui s'adresse aux acteurs du dialogue social, aux employeurs, aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux pour les former, pour faire de la recherche. Et il me semblait important de réunir sur ce type de manifestation à la fois des professionnels qui aujourd'hui doivent faire face à l'IA alors qu'ils n'ont pas été formés pas forcément formés à l'IA, et puis à côté des jeunes qui arrivent, qui eux se forment à l'IA, et voilà, je pense que ça peut permettre de bons échanges. Et avant de laisser la main à nos intervenants, et je laisserai
Ethan vous remercier, je tiens à saluer le travail qui a été accompli par Ethan Procope, donc qui est à côté de moi, qui est étudiant en Master 1, droit social et gestion des ressources humaines, dans la conception et dans l'organisation de cette journée. Alors pour la petite histoire, à l'origine, je lui ai proposé, je voulais faire des ateliers méthodologiques avec les étudiants du master sur l'IA. Et sachant que Ethan utilisait l'IA dans le cadre de sa structure d'accueil, je lui ai suggéré que ce serait bien si sa structure d'accueil venait une demi-journée travailler avec les étudiants. Mais Ethan a vu grand. Il a d'abord, s'est dit d'abord pourquoi que nos étudiants, et aussi, donc ça c'était la première proposition. Il est revenu 15 jours après en me disant mais je connais bien aussi des personnes chez IBM qui travaillent sur l'IA, et donc c'est peut-être aussi ce serait intéressant de les faire venir. Bon, écoutez, quand on est entrepreneur comme ça, il faut encourager les étudiants qui font de ce type de proposition. Donc finalement on est parti sur une journée entière et on a donc décidé non seulement de l'ouvrir à tous les étudiants, mais aussi de l'ouvrir aux professionnels. Donc vous l'avez compris, il ne pouvait pas en être autrement. C'est Ethan qui sera l'animateur de cette journée, paré de son plus beau costume. Ethan, c'est à vous. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais, je suis un peu stressé, mais je suis très heureux de tous vous voir ici. Je suis ravi de vous accueillir à l'Université d'Orléans, au sein de l'UFR Droit, Économie et Gestion, pour cette journée de l'IA. Pour parler un peu de moi, rapide, du coup, je m'appelle Ethan Procope, M1 de droit social, et en parallèle, je suis chez EY, société d'avocats. Donc en alternance, une semaine sur deux, je suis à Paris dans un cabinet, et j'ai toujours été passionné par le droit, enfin par l'IA, aussi le droit, hein, mais par l'IA. Déjà, je trouvais ça fou, ce que ça pouvait faire, l'IA. Puis après, il y a mon frère qui a eu un boulot dans l'IA et qui m'en parlait encore plus. C'est vraiment intéressant. Et après, je suis arrivé dans un cabinet d'avocats qui avait investi plus de 1 milliard dans l'IA. Donc c'est pareil, il faisait que parler de ça. Donc au bout d'un moment, je baignais tellement dedans, j'aime beaucoup ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager un peu plus. Donc d'où cette journée. Bien évidemment, en premier, les remerciements. Donc, merci à IBM et EY. Les intervenants de EY ne sont pas encore là, mais ils arrivent. Et IBM qui parlera en premier. Donc, merci pour votre présence. Ensuite, bien évidemment, à l'Université d'Orléans, Monsieur le VP numérique d'être présent ce matin, le Master des GRH et plus particulièrement Madame Levanier-Gouel pour m'avoir donné cette opportunité. Et bien évidemment, l'École des relations de travail pour leur soutien. Et vous tous ici présents, merci d'être là, que ça soit en visio, mais bon, je pense que c'est pas encore connecté, ils vont pas encore m'entendre, mais en tout cas tous les gens en présentiel, merci d'être là. Un petit merci particulier à mes parents, parce que ils sont venus de Paris, rien que pour moi, et ils ont posé un jour de congé pour moi. Et maintenant que je suis en alternance, je connais la valeur des journées de congé payées, donc merci beaucoup d'être là. Que vous soyez étudiant, professionnel, dans le droit ou dans un autre domaine d'ailleurs, ou juste passionné par les nouvelles technologies, cette journée est vraiment faite pour vous, elle a été pensée pour vous apporter une vision concrète et éclairée sur l'impact de l'IA dans nos métiers et nos pratiques. L'IA, c'est une révolution en marche, on le sait tous, qui va transformer et qui transforme déjà profondément les entreprises, les cabinets d'avocats et le monde du travail en général. Donc nous allons aujourd'hui échanger, explorer et apprendre grâce aux experts ici présents. Donc je vais vite fait vous parler des experts qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Donc bien évidemment IBM, avec un intervenant. IBM, il faut le savoir, si vous ne le savez pas, c'est un acteur historique et incontournable dans le domaine de l'innovation technologique, surtout en IA, et qui joue un rôle central dans l'évolution numérique de nombreux secteurs, dont le droit. Donc c'est parfait. Et deuxième intervenant, du coup, c'est EY, Ernst & Young, cabinet d'avocats, mais pas que. C'est l'un des leaders mondiaux du conseil, donc on a quand même réussi à faire venir une Big Four à Orléans, je suis content. De l'audit, du droit, et qui est reconnu pour son expertise stratégique, sa capacité à accompagner les transformations des entreprises et les professions juridiques.
Au programme de la journée, on va avoir 3 conférences pour comprendre les avancées de l'IA et on va avoir un atelier pratique à 11 h pour tester les outils de l'intelligence artificielle. Je vous invite donc à profiter pleinement de cette journée, de poser des questions, d'intervenir, il ne faut surtout pas hésiter, et d'échanger avec nos intervenants pendant les pauses. D'accord ? Donc sans plus attendre, je laisse la parole au premier intervenant, Mathéo Procope, IBM. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour l'introduction, merci Ethan. Donc Mathéo, je travaille chez IBM. Pour en dire rapidement un petit peu plus sur moi, mon rôle chez IBM, c'est de réaliser des prototypes avec des solutions d'intelligence artificielle. Voilà, donc je vais prendre des solutions, je vais les personnaliser pour un besoin d'une entreprise dans un secteur et essayer d'avoir un retour sur investissement, comme on dit, de solutionner un problème et d'apporter plus de productivité. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'IA ? Je pense que c'est un sujet essentiel. Tout le monde a ses propres définitions. Avant de me lancer, je souhaitais juste faire un petit tour de la salle pour savoir un petit peu, quand on parle d'IA, vous pensez à quoi ? Donc vous allez voir lors de la présentation, moi j'ai besoin que ce soit un petit peu interactif, parce qu'un monologue, ça va être un petit peu long. Mais quand je parle d'IA, si vous pouvez le dire à voix haute, qu'est-ce qui vous vient un petit peu à l'esprit ? Claude ? Ok, merci bien. ChatGPT, je l'attendais. Juste Claude et ChatGPT ? Le chat. Merci, un peu de cocorico, vive la France. Mistral. Le dernier, c'était quoi, pardon ? DALL-E, oui. D'accord. Top, merci beaucoup. Là, vous avez cité plein d'exemples d'IA générative, et vous allez voir que l'IA générative qui est apparue il y a 3-4 ans ne concerne pas toute l'IA et tout le domaine de l'IA. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de creuser un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit beaucoup les médias, les personnes sur les réseaux ou de manière générale la société qui décrit l'IA comme de la magie. Comme de la magie avec ce que vous m'avez un petit peu cité. Donc, ces super assistants, on va pouvoir converser, générer des emails, générer des poèmes. C'est super puissant. Historiquement, on avait quand même des assistants dans nos maisons. Des Alexa, des Google Home, on avait Siri sur notre téléphone, ça fonctionnait plus ou moins, mais c'était des fonctionnalités d'IA qu'on appelle de l'IA grand public. Donc nous, en tant qu'utilisateurs, on est capable d'interagir avec ces systèmes. Il existe de l'IA dans les entreprises. Donc là, c'est un exemple d'une entreprise, d'une usine qui construit des téléphones qui s'appelle une Dark Factory. Et donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça une Dark Factory ? Parce qu'il n'y a même pas de lumière, parce qu'il n'y a pas d'humain. Tout est absolument automatisé. Ils sont capables de créer des téléphones de manière de A à Z sans avoir l'intervention d'un humain. Et donc, on n'a même plus besoin de lumière. Ça, c'est une fonctionnalité de l'IA aussi. C'est un des domaines de l'IA qu'on appelle l'automatisation. Et on va essayer de traiter ce sujet. Un autre sujet, c'est Midjourney, le fait de générer des images. Il y a également DALL-E. Donc, c'est ces IA génératives qui sont capables de pas juste générer du texte, mais générer des images. Et comme on peut le voir, générer des belles images, parce que l'IA générative est capable de gagner des grands concours et de battre des humains à leur propre jeu. Ensuite, on va avoir l'IA qu'on utilise depuis des années, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'est de la magie, surtout pour les actionnaires, si on est concret, parce que c'est l'IA qui va nous permettre d'acheter plus sur Amazon, c'est l'IA qui va nous garder sur Netflix, qui va nous garder sur TikTok, en nous envoyant du contenu ultra personnalisé. Et donc, pour trouver ce contenu personnalisé, on va utiliser des algorithmes de prédiction. Et on va regarder ça un petit peu tout à l'heure. Ensuite, là, c'est un exemple d'article. Je ne sais pas si vous pourrez tous le voir, mais c'est ChatGPT qui passe le concours pour devenir avocat aux États-Unis. Donc, vous avez sûrement vu ça passer. Quand on lui donne toutes les questions, ChatGPT était capable d'être dans le top 10 des meilleurs candidats et a le droit de pratiquer le droit aux États-Unis. Donc, ça fait beaucoup réfléchir. Waze, Google Maps, on s'en rend pas compte, mais c'est bourré d'IA, que ce soit sur les prévisions, encore une fois, des temps pour faire Paris-Orléans, en se basant sur des données historiques, en essayant de prédire le temps qu'on va mettre aujourd'hui. Il y a également des projets sur lesquels IBM travaille. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur ce cabinet médical mobile l'année dernière, qui a été présenté à Vivatech, donc qui a comme objectif de réduire les déserts médicaux en envoyant un véhicule de manière autonome, sans avoir un humain à l'intérieur de ce véhicule, qui va réaliser des analyses. Et nous, on a travaillé sur un avatar virtuel pour tout ce qui va être récupération de données médicales, pour poser des questions sur
les médicaments en cours, sur les symptômes. Et donc, ça va aider les médecins. Ça va réduire le temps d'un rendez-vous de 30 minutes à 10 minutes, vu que l'IA aura récupéré un certain nombre d'informations. Donc, est-ce que c'est de la magie? Oui et non. À la fin de la journée, l'objectif, c'est que vous compreniez tous comment fonctionne l'IA. Et très concrètement, vous allez voir, c'est juste des maths. C'est juste des maths. Ça va être de la prévision, des données qu'on va essayer de prédire de manière statistique, probabiliste. Et il y a plein de domaines, il y a énormément de buzz aujourd'hui. Et donc l'objectif de ma matinée, c'est que vous posiez des questions. Si vous avez des questions, quelqu'un d'autre à côté de vous a sûrement la même question. Donc c'est de couper ce buzz et vraiment essayer de comprendre ce qui est fait. Je vais également parler des enjeux, parce que les enjeux, ils sont énormes. Il y a les enjeux d'éthique et de biais. Aux États-Unis, il y a une IA qui a été utilisée pour recruter et choisir si une personne peut intégrer une entreprise. Donc purement statistique, en se basant sur un résumé, sur un CV, on va déterminer si oui ou non cette personne mérite d'intégrer une entreprise, avec des données qui étaient historiquement biaisées. Donc ça pose beaucoup de questions. Il y a un énorme enjeu de coût. C'est des modèles qui coûtent cher. Aujourd'hui, les outils grand public sont pour la plupart gratuits, mais dès qu'on est dans une entreprise et qu'on va avoir des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'utilisateurs qui posent des questions à ces modèles, il va avoir un vrai coût. Le coût, il est également environnemental. On en a sûrement entendu parler, j'espère que vous en avez un petit peu entendu parler. L'IA générative tourne sur des serveurs, des énormes ordinateurs qui doivent être refroidis constamment. Ça consomme des millions de litres d'eau. Et en plus de ça, ça consomme énormément d'électricité. Il y a un enjeu de confiance. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur ChatGPT qui vous a généré une information qui était fausse? Ouais, je vois les têtes qui se hochent. C'est normal. Pourquoi est-ce qu'il y a cet enjeu de confiance? Parce qu'on est un petit peu trompé par l'IA générative qui donne l'aspect d'être humain, qui a toujours confiance en ce qu'elle raconte. Elle ne sera jamais capable de vous dire « je n'ai pas la réponse ». Elle va toujours inventer quelque chose. Il y a un enjeu de réglementation. Et donc là, je botterai en touche et je laisserai les intervenants cet après-midi en parler mieux que moi, parce que je ne suis pas un expert du droit, mais il y a plein de choses comme l'IA Act aux États-Unis, qui sont très importants et qui permettent de réglementer un petit peu l'utilisation en entreprise. Et enfin, il y a un enjeu de souveraineté. Donc c'est essentiel. J'étais très content d'entendre parler de Mistral. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'était souvent Google, Amazon, des entreprises, des GAFAM. Mais en France, on a un écosystème grandissant. Et l'objectif également d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que Mistral, l'acteur français, est une super alternative à ChatGPT. Voilà. Très rapidement, je me représente. Donc du coup, moi, je travaille chez IBM. J'ai eu un master en management des systèmes d'information et j'ai eu la chance de rédiger 2 mémoires sur l'IA. Mon premier mémoire sur l'IA était sur l'adoption de l'IA pour les petites et moyennes entreprises. Donc ça, je l'ai réalisé avant ChatGPT. C'était dans les années 2021. À l'époque, c'était des algorithmes de prédiction, c'était du machine learning. Donc tous ces termes, vous inquiétez pas, je vais tout expliquer. Est-ce que vous connaissez le monsieur sur la gauche? Sur la droite, du coup, pour vous? Non? Je donne un indice, il est français. C'est un des plus grands génies de l'IA aujourd'hui. Il s'appelle Yann Lequin. Donc, comme je disais, français, il a gagné le lauréat prix Turing. Donc, c'est le summum dans l'informatique. Il est directeur scientifique et directeur de l'IA chez Meta, la maison mère de Facebook. Et donc, il contrôle, si je puis dire, le meilleur modèle d'intelligence artificielle open source qui est Llama, le modèle utilisé au sein de Facebook et que vous avez dû voir sur vos téléphones, parce qu'il est arrivé sur WhatsApp. Sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, sur tous ces outils. Et il est aussi pionnier du deep learning, qui va être une méthode d'intelligence artificielle que je vais expliquer. Mais on a vraiment des rockstars en France. Et cette personne a permis également de financer énormément de recherche en France. Et c'est grâce à des personnes comme lui qu'on a réussi à avoir Mistral, par exemple. Arthur Melch, qui est le fondateur de Mistral, c'est des personnes, c'est des profils qui existent grâce au travail de Yann Lequin. Rapidement sur IBM, mais Ethan a fait une super introduction, donc je ne vais pas trop en dire plus. Nous, on a 3 métiers. On a un métier de constructeur de hardware, on appelle ça, c'est des serveurs. Des serveurs, c'est un ordinateur géant qui ressemble à ça, qui clignote de partout et qui permet de faire tourner des algorithmes. On a également de la vente de stockage. Imaginez une clé USB ou un disque dur x 10 000. On vend du service cloud. Le cloud, c'est un petit peu ce que vous avez si vous avez des iPhones ou Google Drive.
Google Drive, c'est du cloud. De la même manière, on peut commercialiser ça pour les entreprises. On vend des solutions de développement d'intelligence artificielle. IBM a été pionnier dans l'intelligence artificielle depuis des dizaines d'années. Et on travaille également sur des sujets d'avenir, à savoir le quantique, donc un sujet qui mériterait toute une journée, mais qui est passionnant, très intéressant et qui a beaucoup d'enjeux. Nous, aujourd'hui, on est une entreprise qui travaille en B2B, c'est-à-dire que nous, on vend des solutions uniquement aux entreprises et les solutions d'IBM sont très robustes, très sécurisées, ce qui fait qu'on travaille avec des grands acteurs et de manière générale, les solutions d'IBM sont utilisées par les plus grands acteurs du monde. Donc c'est un gage de qualité. On n'est pas connu du grand public, mais dans les entreprises, dans les services informatiques des entreprises, normalement, tout le monde connaît plutôt bien IBM. Et donc en France, on est en France depuis 111 ans. Donc quand on parle de souveraineté, on est un acteur américain, mais on est quand même en France depuis plus de 100 ans, ce qui est essentiel. Je vous garantis que travaillant chez IBM, c'est bien une entreprise à la française. Voilà. Il y a toute la France qui est bien représentée. L'agenda d'aujourd'hui. Donc, je souhaitais commencer par des définitions, essayer d'être clair, essayer de voir à travers le buzz pour bien comprendre. Ensuite, parler d'IA générative. Donc, comme je vous ai dit, l'IA, ce n'est pas l'IA générative, mais j'avais peur que si je parle de l'IA traditionnelle, vous ne compreniez pas parce que tout le monde est à fond sur les chats GPT et autres. Donc, on va y aller pas de manière chronologique. On va prendre les innovations les plus récentes et on repartira sur les innovations de 2015-2010. Parce que l'IA n'est pas l'IA générative. Les enjeux, essayer de creuser un petit peu plus sur ces enjeux avec des exemples concrets. Et le futur de l'IA, comment est-ce que ça se dessine? Parce que l'IA générative, maintenant, est utilisée par le grand public. Mais comme vous devez le savoir, ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, on s'en rend compte des années après. Et donc moi, j'ai la chance de travailler avec ces laboratoires de recherche. Et il y a beaucoup d'enjeux autour des IA qui sont de plus en plus autonomes et qui vont réaliser des tâches sans même dans la prise de décision. Et ça, je pense que ça va être un enjeu important. Et on finira par un atelier. Voilà. Pour avancer, vous avez dû voir, j'ai commencé à dire plein d'acronymes, plein de termes un peu techniques. Moi, je baigne dedans. Donc, je vais avoir besoin de 2-3 référents dans la salle qui vont, quand ils ne comprennent pas, lever la main et me dire qu'ils ne comprennent pas. Donc, j'ai vu avec Ethan, si personne ne lève la main, c'est Ethan qui va désigner du monde. Mais on va prendre quelqu'un de ce côté-là. Est-ce que quelqu'un serait prêt à lever la main, représenter un petit peu ce côté de la salle et dire « Oula, là, c'est pas clair ». Oui? Merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Quelqu'un dans le centre? Jade? Allez. Sarah, Jade, merci beaucoup. Et peut-être quelqu'un ici du pôle un petit peu plus professionnel? On va rester sur Sarah et Jade, et de votre côté, je regarderai si vous plissez les yeux et j'essaierai de savoir si c'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et comme disait Ethan, l'objectif, c'est que ce soit un échange. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde comprenne comment fonctionne l'IA et qu'à la fin, vous soyez capable d'expliquer ça à votre grand-mère. Voilà, très concrètement. Donc, lançons-nous. La définition de l'IA. Déjà, le plus gros enjeu. On va être clair, personne n'est d'accord sur la définition de l'IA. John McCarthy, qui est un des fondateurs de l'IA dans les années 50, disait même que voilà, dès que ça fonctionne, personne n'appelle ça de l'IA. Donc ça emmène sur un deuxième effet, qui est que officiellement l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc ça, c'est Luc Julia, un autre Français extrêmement connu, parce que c'est le Français qui a créé Siri, qui a travaillé chez Apple, donc un grand cerveau. Et il explique bien qu'en réalité, l'IA, c'est une boîte à outils. Et on va essayer de creuser ça aujourd'hui. Cédric Villani, qui est un grand mathématicien français, a dit que l'IA, c'est n'importe quel algorithme, et on expliquera ce que c'est un algorithme, hein, c'est un petit peu une recette de cuisine, n'importe quel algorithme automatisant une tâche qu'on pensait réservée à un humain et qui fait le buzz. Voilà. Donc même les experts du métier, même les grands savants, mettent bien ce mot buzz dans l'IA, et c'est un point très important à garder en tête. Moi, quand j'ai fait des cours sur l'IA à l'école, on m'avait expliqué également que l'IA, en réalité, ça pouvait être défini autour de 8 technologies. Voilà. Il y a différentes technologies de l'IA. Donc, il y a les systèmes experts. J'espère que ce n'est pas trop petit, que vous pouvez voir. Les systèmes experts, honnêtement, on n'appelle plus trop ça de l'IA. C'est un petit peu de la programmation. C'est des systèmes qui vont dire si, alors, à la CAF, si vous avez le bon document, alors vous touchez des aides. Imaginez ça, fois 10 000,
pour un processus très complexe. On commence à appeler ça de l'IA. On va avoir du RPA, c'est des robots. Les robots, ça peut être un petit peu comme l'industrie et l'usine que vous avez vu, mais là, ce RPA, c'est plutôt du RPA sur des ordinateurs. C'est-à-dire que ça va être un système qui va être assez intelligent pour que quand un mail arrive, ce mail soit récupéré, soit mis dans un dossier, et le dossier est mis à jour et partagé avec le reste de l'entreprise. Les RPA sont très utilisés dans le monde de l'entreprise depuis des années. Il y a également le machine learning, donc l'apprentissage automatique. On va expliquer ça aussi. C'est ce qui permet de prédire. On peut également créer un budget, une prévision de stock avec du machine learning. Le deep learning, c'est du machine learning sur stéroïdes. C'est un machine learning extrêmement puissant qui est aujourd'hui utilisé par les grands acteurs du numérique. Tout ce qui va être langage, natural language understanding et génération, on appelle ça le traitement du langage naturel. C'est ce qui est utilisé dans Alexa et dans Siri. C'est ce qui va permettre à un ordinateur de comprendre le langage humain. Computer vision, c'est la reconnaissance d'images. Tout le monde n'est pas d'accord pour le mettre dans cette catégorie, mais aujourd'hui, quand vous prenez une photo du monde et que l'IA est capable de comprendre que c'est un arbre, c'est un oiseau ou c'est une salle de classe, et ben concrètement, c'était historiquement une tâche qui était réservée à l'IA, qui s'apparente à quelque chose que l'humain est capable de faire, et donc on appelle ça de l'IA. Et Smart Robotics, là on arrive au fait qu'on a des usines complètement automatisées dans différents secteurs. Et enfin, j'ai quand même pris une définition la plus pertinente à mes yeux, donc de la Commission européenne, qui dit que l'IA, en réalité, c'est les systèmes qui affichent un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs. Voilà. J'ai essayé de mettre en bleu les termes qui me paraissent importants. J'espère que c'est plutôt clair pour vous. Donc ça, c'est vraiment les définitions, et on va essayer d'avancer et donner des exemples concrets. Donc Sarah, Jade, vous n'hésitez pas, je compte sur vous. Donc, l'IA, c'est très large. Et on va essayer de rentrer un petit peu dans les domaines qui sont inclus dans l'IA. Donc, on vient d'en parler maintenant, voilà, l'IA, c'est simuler l'intelligence humaine. Souvent, quand on parle d'IA, on parle de machine learning, d'apprentissage automatique. Le machine learning, ça va permettre de faire de la classification. De la classification, ça va être, vous recevez un email, est-ce que cet email est un spam ? La machine s'est entraînée sur plein de spams, et quand un spam arrive dans votre boîte mail, Gmail vous protège et dit non, ça c'est un spam. La prédiction, donc quand vous mettez sur Waze pour aller sur Paris, on va prédire le temps que vous allez mettre en prenant en compte plein de facteurs. La segmentation, sur Amazon, on va dire voilà, parce que vous avez acheté tel et tel produit, on estime que vous tombez dans cette catégorie, et vous pouvez être intéressé par ce produit. Donc voilà, ça c'est des techniques qui vont utiliser des données labellisées. On est obligé d'aider l'ordinateur. On est obligé de dire à l'ordinateur que ces emails de spam sont des spams pour qu'il l'apprenne et qu'ensuite il puisse détecter d'autres emails. Ces méthodes d'intelligence artificielle sont purement statistiques. C'est basé sur des indices de confiance. On n'est pas capable de dire à 100% c'est un spam. Et il n'y a aucun algorithme qui est capable d'arriver à 100%. Aujourd'hui, dans l'IA, on parle beaucoup de seuil de confiance, et donc c'est aux entreprises de décider quels sont les seuils de confiance acceptables. Certaines vont dire 80%, certaines vont dire 99%. Donc ça va vraiment dépendre. Et donc les exemples, on vient de parler des spams, on peut parler de l'optimisation des stocks des entreprises, des Super U, des Carrefour, on utilise ce genre de choses, et la recommandation des produits. Donc ça, c'était pertinent. On peut faire ça de manière assez rapide, à petite échelle, mais quand on commence à avoir des enjeux complexes, comme par exemple des images et le langage, donc le dernier mot est lié au premier mot de la phrase, donc il y a le fait de trouver des relations entre plein de choses dans ce qu'on va dire, et ben en réalité on va rentrer dans le deep learning. Le deep learning, c'est Yann Lequin, Cocorico, qui a créé, qui a fondé ce domaine. C'est extrêmement utilisé pour utiliser de la donnée non structurée. Donc tout à l'heure, je parlais de labellisation. On va entraîner l'IA sur une donnée et on va lui dire ce que c'est. Les données structurées et non structurées, c'est un autre concept. Aujourd'hui, si on prend un exemple d'un tableur Excel, le tableur Excel, il est presque structuré. Des colonnes, des lignes et un modèle, l'informatique va être capable de déterminer la bonne information. Aujourd'hui, la donnée la plus présente dans le monde, c'est la donnée des réseaux sociaux. C'est absolument pas structuré. Donner un post à un algorithme,
l'algorithme de machine learning va être complètement incapable de comprendre ce qu'on vient de lui donner. Et donc, on a besoin de modèles beaucoup plus intelligents qui sont basés sur des réseaux de neurones, et on va expliquer tout ça tout à l'heure, qui vont permettre d'analyser des images. Donc, on va être capable de déterminer si un chat est un chat, et on va être capable d'analyser le langage, de faire de la traduction. C'est le cas d'usage le plus utilisé dans le monde. Traduire les langues. Si on va encore plus loin, on va le traitement automatique du langage qui va permettre de faire de la compréhension et de la génération. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'embrique. Donc, l'IA, dans l'IA, il y a du machine learning. Une catégorie du machine learning, c'est le deep learning. Et dans le deep learning, il va avoir le traitement du langage. Et donc, ce traitement du langage, comme on vient de le dire, c'est la traduction, l'analyse des sentiments. Et donc, tous ces domaines ont leur propre spécificité. Et si on continue, on arrive enfin à l'IA générative. Donc, je vous laisse imaginer que quand les experts entendent parler d'IA générative toute la journée, en réalité, on se focalise sur un petit domaine, sous-domaine de l'IA. Et donc, l'IA générative, aujourd'hui, ça va permettre de générer du texte, vous le savez, de générer des images, de générer de l'audio et de générer du code. Le code est essentiel. Aujourd'hui, c'est peut-être pas quelque chose de très pertinent pour les gens dans la salle, mais le cas d'usage, la plus grosse utilisation de l'IA générative aujourd'hui, c'est pour générer du code. Voilà. C'est la plus grosse utilisation, c'est les développeurs utilisent des IA pour créer des applications, pour créer des connexions entre des applications, pour mettre à jour des applications. C'est extrêmement utilisé. Et la beauté de l'IA générative, c'est qu'en se basant sur les dernières méthodes scientifiques de data science, on va être capable de dire que ces données, sans avoir à les labelliser, ont une relation. Donc tout à l'heure, j'expliquais que pour un email de spam, on va être obligé d'entraîner l'IA, lui donner une centaine d'emails de spam pour que l'IA, le machine learning, dise « Ok, cet email, c'est du spam ». Aujourd'hui, avec les algorithmes d'IA générative, on n'est pas obligé de labelliser les données. Et donc ça, pour l'entreprise, ça change tout. Ça change tout parce que pour faire du machine learning, ils avaient besoin des équipes de data scientists, de data engineers, des équipes spécialisées dans l'entraînement d'algorithmes. Aujourd'hui, ces équipes, elles n'ont plus lieu d'être parce que l'algorithme d'IA générative est pertinent et a déjà compris les relations entre ces entrées dans le modèle. Oui. Oui. Si, c'est une super question. Je vais répéter la question si jamais l'enregistrement s'est lancé en ligne. C'était est-ce que l'IA générative n'est pas moins précis que les algorithmes précédents? Et c'est exactement moins précis. Et c'est un très très bon enjeu, c'est une très bonne question. Et donc l'enjeu aujourd'hui, ça va être comment est-ce qu'on va réentraîner les modèles d'IA générative. Et donc, comme je disais, que les data scientists, les data engineers, toutes les équipes techniques qui travaillaient sur le machine learning n'avaient plus lieu d'être. En réalité, tout le monde est en train de basculer vers l'entraînement des IA génératives. Effectivement. Très très bon point. Aujourd'hui aussi, il y aura un aspect sur le coût, parce que quand on parle de machine learning, c'est quelques centaines de milliers de paramètres. Un paramètre, c'est quelque chose qui a à prendre en compte dans un calcul. Quand on parle d'IA générative, c'est des centaines de milliards de paramètres. Donc ça va coûter plus cher, ça va consommer plus. Il va y avoir plus de latence quand on va poser une question. L'algorithme va prendre beaucoup plus de temps à me répondre. Et donc c'est des enjeux à prendre en compte. Et enfin, on a nos assistants. Donc nos fameux chatbots dont on parle. Une fois qu'on a compris tout ce qui se passe derrière, et vous vous rendez compte que les assistants, c'est super complexe. Il y a énormément de technologies. Ça fait des années qu'on travaille pour avoir une solution qui est capable de vous générer un email, ou qui est capable de générer un document de synthèse, ou de faire votre devoir le dimanche soir. Donc c'est impressionnant. Ça va simuler une conversation humaine. Je pense que la définition de l'assistant est plutôt claire pour tout le monde. Mais ce qui est très important, c'est que ça va s'appuyer sur les différentes techniques de l'IA. Aujourd'hui, ce que vous utilisez quand vous utilisez Mistral, ChatGPT et autres, c'est différentes techniques d'IA. Et ce n'est pas juste une IA générative. C'est un système d'IA générative.
Et je vais expliquer ça très concrètement. Je vais juste faire un rapide point parce que j'utilise modèle, j'utilise algorithme, et parfois c'est pas super clair. Donc j'ai essayé de prendre un exemple super simple. L'algorithme, c'est la recette. Le modèle, c'est le gâteau. Donc on va avoir un jeu de données. EY a ses données, IBM a ses données, l'Université d'Orléans a ses propres données. Ils vont utiliser, ces trois entités vont utiliser le même algorithme, et ça va créer trois modèles différents, capables de faire trois choses distinctes. Et donc voilà, l'algorithme, c'est l'ensemble des règles et des procédures appliquées, et le modèle d'IA, ça va être le résultat concret. Donc c'est très important de garder ça en tête. Quand vous entendez parler des algorithmes d'IA, ces algorithmes sont accessibles à tout le monde. IBM, quand on crée nos modèles d'IA génératifs, on utilise les mêmes algorithmes que ChatGPT, que Mistral. Par contre, la manière de les utiliser et les données qu'on va mettre dans cet algorithme va nous donner un modèle différent. Exemple super simple, on met des données en anglais dans un algorithme, le modèle ne peut pas nous répondre en français. Enjeu important, Mistral a une représentation du français plus importante dans ses jeux de données. Résultat, le modèle est plus pertinent en français. Voilà. Un point qui est également essentiel, c'est que le modèle est figé dans le temps. C'est très important parce qu'on entend beaucoup parler de l'IA qui apprend tout seul. Voilà, je vais lui donner plein de données et dans une semaine, l'IA sera plus intelligente. Est-ce que vous avez vu ça avec ChatGPT ? Non, parce que ChatGPT est figé dans le temps. Tous les 6 mois, l'entreprise qui a ChatGPT va réentraîner le modèle et le nouveau modèle sera peut-être un petit peu plus intelligent. Mais concrètement, si je lui pose la même question, je lui donne mon prénom, je m'appelle Mathéo, je lui envoie la question, je réinitialise la conversation et je lui dis comment est-ce que je m'appelle, il n'a pas appris. Ce modèle est figé dans le temps. Un modèle, c'est comme un film, vous pouvez le télécharger sur une clé USB et le brancher sur votre ordinateur. Le modèle ne se met pas à jour automatiquement. Le modèle est vraiment figé, et donc c'est pour ça qu'on va avoir quelques exemples. Si vous posez une question au modèle sur quelque chose qui s'est passé après sa date d'entraînement, il n'a pas la réponse. Est-ce que c'est clair ? Sarah, on est bon ? Ils parlent de la même base, mais ils ont des ingrédients différents. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la farine des œufs de Super U versus à la campagne, de mon agriculteur préféré, et ben, le gâteau il va pas avoir le même goût. Et dans l'algorithme, on peut changer le temps de cuisson, on peut changer les paramètres du modèle, on peut rendre le modèle plus créatif, moins créatif. Voilà. Je vais essayer de montrer des petits exemples, je vais avoir des petites vidéos qui devraient arriver. Donc l'IA générative. Premier exemple, l'IA générative, on utilise ChatGPT, les entreprises commencent à l'utiliser directement sur leur site web. Ça, c'est une utilisation que je trouve trop bien. Sur le site de Carrefour, aujourd'hui, on a un assistant en bas à droite, et quand je lui dis que je veux manger de la tartiflette, il va me dire « Ok, combien est-ce que vous êtes ?» Ben, moi, je suis 5. « Ok, il te faut 2 reblochons, 150 grammes de patates. » Et quand je clique « Ok », directement, ça va m'emmener sur « Commander ma tartiflette ». On en rigole, je trouve que c'est un bon cas d'usage, c'est assez drôle. Donc l'assistant va comprendre, va me générer une recette en se basant sur mes 5 ingrédients, et automatiquement, il va y avoir un système. Donc c'est pas l'IA générative qui va ouvrir ces pages-là, c'est pas l'IA générative qui va aller chercher les ingrédients, mais il va y avoir un système informatique qui va prendre la réponse du modèle et qui va faire des appels pour aller me chercher les lardons et le reblochon. Un autre exemple, c'est AXA. AXA, ils ont mis en production de l'IA générative pour un assistant de prévention. Donc quand vous allez sur le site d'AXA, vous pouvez converser et demander des questions comme par exemple, voilà, quelles sont les raisons des limites de vitesse ou quels sont les risques liés à l'utilisation du téléphone au volant. Et donc là, on va avoir une IA générative, un algorithme qui a été entraîné avec les données d'AXA, les données du code de la route, des données historiques de la sécurité routière, ce qui va faire que le modèle, quand je vais lui poser des questions, va être capable de me répondre de manière très pertinente. Oui ? Oui. Oui.
Alors oui, la question c'était si on l'a mal entraîné ou on a fait exprès de mal l'entraîner, est-ce que ça va générer une erreur? Absolument. Et c'est un des gros risques et c'est un énorme enjeu. Et aujourd'hui, toute l'industrie essaie de travailler sur les outils pour détecter ces erreurs. Et ces erreurs, dans le jargon, on appelle ça des hallucinations. Voilà. J'ai essayé de traiter ça après, mais c'est effectivement un gros problème. Et une des solutions qu'on a mis en place, on s'est dit que le modèle était entraîné sur des données, pouvait générer des informations fausses. Donc ce qu'on allait faire, c'est, avant qu'il génère l'information, on va utiliser un moteur de recherche traditionnel pour trouver l'information à jour. Et cette information à jour, on va le donner au modèle pour qu'il génère une réponse. Et ça, je vais avoir un exemple juste après. Mais oui, c'est un super point. Au sein des entreprises, moi, j'ai travaillé sur ce projet qui va être un projet d'analyse des clients, des retours clients. Donc, on va avoir une plateforme. Moi, en tant que spécialiste client, support, je vais avoir les emails et les posts sur les réseaux sociaux qui sont assez négatifs sur moi. L'IA générative va me dire, OK, cette personne a dit quelque chose de mal, il a un problème d'Internet, qu'est-ce que tu peux m'aider? Et l'IA générative va automatiquement me générer une réponse pour automatiser la réponse à mon client. Donc là, c'est vraiment dans le cadre d'un télécom. Voilà, je vends des forfaits mobiles. Mon client se plaint sur Twitter, X, sur Facebook. Il va dire « Ouais, le produit, ça ne fonctionne pas. » Oui, désolé, c'est en anglais. Le produit ne fonctionne pas. Automatiquement, moi, je vais avoir un système informatique qui va juste m'envoyer cette information. L'IA générative va me dire « Ok, ce client, il n'est pas content. Quel est le problème? C'est Internet. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 heures. Quel est le ton du client? Eh ben, le client, il est frustré. Qu'est-ce que tu dois mettre en place? Eh ben, je te propose 5 réponses. Et donc, la personne qui historiquement était censée lire, comprendre ce qui se passe, écrire, prendre peut-être des templates, personnaliser ces templates, eh ben, en 10 secondes, la personne, l'agent en charge du support client peut automatiser la réponse au client. Grosse valeur ajoutée. L'IA générative pour les juristes. Là, je sens que j'ai l'attention de tout le monde. J'ai également travaillé sur ce projet. Donc, c'est un projet avec Lucans, c'est un organisme de la sécurité sociale qui aide les organes publics sur des questions juridiques spécifiques. Et donc là, ce qu'on a mis en place, c'est l'exemple dont je parlais. On s'est dit, les IA, les modèles qui ont été entraînés en utilisant un algorithme, n'ont pas forcément les bonnes données. Mais on veut quand même utiliser l'IA générative. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Quand on va poser une question, au lieu d'utiliser uniquement la base d'entraînement du modèle, on va aller chercher des réponses dans Légifrance. On va aller chercher des réponses dans la base d'email de cette entité, de cette organisation, parce que peut-être qu'un ou une collègue a déjà répondu à cette question. Et donc quand je lance ça, quand je lance la vidéo, je vais juste vérifier que c'est bien parti. Ouais. Et qu'on lui demande, voilà, peut-on recruter un CDD à temps partiel? J'imagine que vous avez la réponse, mais alors moi, aucune idée. Il va aller chercher les réponses par mail, les informations sur Légifrance, le code du travail, une source de données, trouver plein de réponses qui peuvent être pertinentes et automatiquement, avec l'IA générative, générer une réponse en se basant sur toutes ces sources. Donc là, on a les sources, les données choisies par l'entité. On n'a pas pris les données de Google ni de Wikipédia. Hein. On a pris concrètement le code du travail, Légifrance. Les données, elles sont à jour. Parce que si Légifrance est à jour, c'est à jour. Et on va avoir toutes les sources. Et donc, on a une réponse générée par l'IA, qui me paraît pertinente, mais s'il y a des incohérences, je laisse les maîtres dans la salle compléter. Aujourd'hui, ça a fait gagner plus de 3 minutes aux juristes. C'est des juristes qui passaient leur journée à poser des questions. D'accord? On a même des liens de redirection vers Légifrance, et donc le juriste peut directement, le ou la juriste peut cliquer sur ces liens. Donc c'est assez pertinent. Aujourd'hui, on parlait de la pertinence de ces systèmes. On est à 75% des réponses qui sont parfaites, qui sont bonnes. On a demandé aux juristes de les noter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un quart du temps, la réponse n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. C'est-à-dire qu'elle a été incomplète. La plupart du temps, il manquait une jurisprudence, il manquait un article, le mot-clé n'était pas bon. Et donc la personne qui a fait cette notation a estimé que la réponse n'était pas assez bonne, mais ça leur a fait gagner énormément de temps parce que si la réponse manquait une information, et ben en fait, il y avait toutes les sources de listées. Donc là, on ne va pas être sur une IA qui va répondre à la place d'un juriste, on ne va pas être sur une IA qui va
remplacer le métier du juriste. On va être sur une IA qui va accompagner. Et les gens utilisent beaucoup ce terme aussi. L'IA, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence augmentée. Moi, je trouve que cette définition, elle est super cool. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment de l'intelligence augmentée. Est-ce que ça paraît clair? Oui. Oui. Oui, alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous, c'est pas ce qu'on voit, parce qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours de la place pour la prise de décision. Cette entité qui va apporter des réponses aux organes publics a besoin d'avoir la certitude que la réponse est bonne, et donc ils veulent avoir la confiance d'un humain. Si le modèle est parfait, dans 10 ans, et qu'on est sûr à 100% que la réponse est bonne, peut-être que les juristes et les avocats passeront plus de temps à rédiger une nouvelle loi, peut-être qu'ils passeront plus de temps à défendre devant les jurys. C'est un très bon point. Je pense aussi que sur cette réponse, je peux un petit peu botter en touche pour que EY prenne le point cet après-midi, vu qu'en tant que juriste et avocat, ils seront confrontés à ces enjeux. Nous, en tant qu'éditeurs de logiciels et créateurs de modèles, nos enjeux, les valeurs d'IBM sur ça, ça va être toujours d'augmenter l'humain et ne pas le remplacer. Voilà. Je suis d'accord. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a beaucoup vu passer ça, c'est-à-dire que l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais l'humain qui utilise l'IA va remplacer l'autre humain. Ça, c'est un point qui ressort beaucoup. Aujourd'hui, ça va remplacer toutes les tâches et les questions à très faible valeur ajoutée. Je pense que les juristes n'ont pas trop envie de traiter de la question est-ce qu'on peut engager un CDD en temps partiel ou peut-on renouveler un CDD de remplacement 2 fois. Ils aimeraient bien travailler sur des enjeux un petit peu plus complexes, sur des dossiers plus complexes, et donc l'IA a comme objectif plutôt d'automatiser ça. Mais c'est un super point pour cet après-midi, et petit clin d'œil à Ethan s'il pourra relayer la question à EY cet après-midi sur ces enjeux, mais je sais qu'ils vont traiter ça. Et enfin, on en arrive à nos assistants. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas mettre ChatGPT, est-ce que tout le monde connaît? Grand plus sur Mistral. Je vais rabâcher avec Mistral. Ce sera également dans l'atelier. Je pense que ce serait intéressant que vous basculiez vos interactions avec l'IA générative si vous utilisez ChatGPT vers Mistral, parce que c'est super pertinent. Il y a également l'IA générative de Microsoft, qui est Copilot, qui est utilisé dans le monde de l'entreprise, qui est intégré avec de Word, Excel, PowerPoint. On a Gemini de Google, qui commence à arriver également sur le moteur de recherche. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous posez une question aujourd'hui sur le moteur de recherche, parfois, suivant la question, en fait, Google va générer une réponse avant même de vous donner les sites. Donc c'est un enjeu qui peut être pertinent. Hop. Et donc on en arrive au prompting. Donc comment est-ce qu'on utilise ces assistants? Il y a plein de règles, et aujourd'hui, vous avez dû le voir, si vous lui demandez de faire quelque chose et que vous n'êtes pas assez clair, eh ben, la réponse ça va être nulle. Donc j'ai essayé de regarder ce que faisaient les étudiants en droit aujourd'hui, et apparemment vous rédigez des commentaires d'arrêt. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je me suis trompé? Ouais, c'est ça. Ok, donc je vais vous donner le super prompt pour faire ça. L'idée, c'est d'être très clair. Dès le début, plus vous donnez d'informations au modèle, plus il va comprendre ce que vous souhaitez. Donc, rédige un commentaire d'arrêt sur l'arrêt XYZ de la Cour de cassation du 12 mars 2023. Le modèle est capable d'identifier le bon arrêt et ne va pas halluciner ou générer une fausse information. Ensuite, il faut donner du contexte. Pour l'aider encore plus, on va dire que cet arrêt concerne la responsabilité civile en cas d'accident de la route. On continue et on va lui donner le format souhaité. Le format doit être spécifique. J'imagine que vos profs vous demandent un format spécifique. Donc on va lui demander d'inclure une introduction, une analyse détaillée et une conclusion. On continue un petit peu, on va lui spécifier la longueur. Le modèle est capable de faire quelque chose de super court, de super long ou de moyen. Donc c'est à vous de lui dire. Voilà, je veux environ 500 mots et il faut mentionner le style, adopte un ton académique et rigoureux. Pour enfin finir avec des exemples ou des références. Voilà, utilise des références à des arrêts similaires pour renforcer l'analyse ou directement dans votre prompt, vous faites 2 points, exemple 1, vous copiez-collez, exemple 2, vous copiez-collez ou vous importez directement un PDF.
Voilà. Plus vous donnez des informations, plus il va être pertinent. Je fais des présentations avec mon collègue compare son enfant à une IA générative toute la journée. Il me dit l'IA générative, c'est comme mon môme. Il faut que je lui donne des instructions hyper précises, sinon il va en faire qu'à sa tête. Et donc on va expliquer comment fonctionne l'IA générative. L'IA générative prédit le prochain mot. Donc on a besoin d'être très très clair quand on lui donne des instructions. Plus vous êtes précis, plus la réponse va être pertinente. Un slide un petit peu barbare, on va expliquer ce qui se passe. L'IA générative, c'est des modèles de fondation. Encore un acronyme, un buzzword, mais l'IA générative, les modèles de fondation, ça va être ces modèles qui vont utiliser des données non labellisées. On n'est pas obligé en tant qu'humain de dire « voici le post Facebook, voici une image d'un chat, voici un document de droit ». L'IA va comprendre les relations entre ce qui se passe. On va mettre ça dans un réseau de neurones, du pré-entraînement. Ce que vous voyez là, concrètement, c'est juste des couches. Imaginez qu'à chaque point, les points verts, les points gris, les points noirs, il y a un calcul. Il y a une pondération. Voilà. On ne va pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui, mais chaque couche va permettre à l'IA de réfléchir. C'est un mode de réflexion. Et enfin, on va pouvoir faire plein de tâches. Aujourd'hui, on peut générer du texte, on va pouvoir faire des résumés, on va pouvoir faire de la reconnaissance d'entités et de l'extraction d'informations. Ces deux points sont importants dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, l'IA générative, dans les entreprises, on ne l'utilise pas trop pour générer des mails, pour générer des poèmes. On va l'utiliser pour reconnaître des entités dans un contrat. Qui sont les personnes dans le contrat? Quelles sont les dates du contrat? Quels sont les montants? Quels sont les articles clés? Quelles sont les tendances? Extraction d'informations spécifiques. Donc, dans un arrêt, quels sont les articles qui ont été cités? Tout ça, on peut demander à l'IA dans un bon prompt, comme vous venez de le voir, lui expliquer ce que vous recherchez dans un document. Ça peut être des documents de centaines de pages. Et l'IA va être capable d'aller extraire ces informations pour vous. Et on peut aussi faire de la classification. On en parlait tout à l'heure, le machine learning fait de la classification. L'IA générative fait aussi de la classification. Quel est le meilleur à utiliser? Le prix, le coût environnemental, les seuils de confiance. Il faut tester, il faudra voir. Il faut se dire que pour la classification, est-ce qu'on a besoin d'autant de couches? Est-ce qu'on a besoin de milliards de paramètres de calcul? Ou est-ce qu'un algorithme des années 2010 qui fonctionne à 95% et qui va coûter 99% moins cher est pertinent? C'est des questions aujourd'hui que les entreprises se posent. On en parlait un petit peu tout à l'heure aussi. Ça génère des images, ça génère de l'audio. Si vous voyez ces buzzwords dans le grand public, dans les médias, sur les réseaux sociaux, ça fait partie de la famille des modèles de fondation. Quand on appelle ça un large language model, un grand modèle de langage, c'est la même famille que les large vision models, qui est de la même famille que les large speech models. Voilà, ça va juste être le format de sortie qui va différer. Est-ce que c'est clair? Je continue à avancer, vous allez voir, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Et le premier détail qui est essentiel, c'est comment est-ce que quand j'envoie une phrase, le modèle comprend ce que je lui raconte. Comment est-ce que, en introduction, je vous ai dit que c'était des maths. Comment est-ce qu'un algorithme qui comprend des maths va comprendre le texte pour me générer un arrêt? Eh bien, il fonctionne avec des tokens. Des tokens, c'est des syllabes. Le modèle, pour générer une phrase, pour comprendre une phrase, va couper la phrase en plein de syllabes. Et donc, c'est ce que vous pouvez voir ici. Les technologies de l'IA sont des systèmes qui affichent. On va avoir deux tokens, affiche et ENT. Et donc, la relation entre ces deux tokens va permettre à l'IA de comprendre que afficher a été conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc, ce qui se passe derrière le modèle, c'est que quand je lui envoie cette phrase, il va couper cette phrase en 39 tokens, et donc ces 39 tokens vont être transformés en vecteurs. Un vecteur, c'est une suite de chiffres. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je n'ai pas envie de perdre des gens, mais concrètement, quand on envoie une phrase, la phrase va être transformée en une suite de chiffres basée sur un vecteur.
Et donc, un vecteur, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, quand on envoie une phrase, les mots, les points vont être basés dans un environnement multivectoriel où on va trouver des relations. Voilà. Le mot président, c'est un mot qui, mathématiquement, est très près d'un autre mot. Donc là, c'est sur université. Alors, on va prendre l'exemple université. Le mot université est très lié au mot collège, au mot école, au mot Harvard, au mot université, au mot professeur. Et c'est comme ça que le modèle fonctionne. L'IA générative fonctionne par similarité. OK ? Si on va mettre Orléans, on va faire un test. Quand le modèle reçoit le mot Orléans, à quoi est-ce qu'il fait référence ? On va lui mettre le nombre de neighbors. Aujourd'hui, Orléans ne détecte uniquement la Louisiane, le Mississippi, New Jersey et Miami. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle américain. Et voilà. Et donc, dans ces entraînements, Orléans, pour lui, c'est la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Et donc, d'où l'importance d'avoir des modèles entraînés en France qui sont pertinents pour le français. Donc, quand je vais générer une phrase, l'IA générative va prendre chaque token qui font partie des mots et essayer de trouver la relation entre un token et les mots qui sont autour de ce token. Voilà. Et pour rappeler, un vecteur, le vecteur Orléans, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4. Et donc, à côté de 0, 1, 2, 3, 4, il y a 0, 1, 2, 3, 5. Et ça représente Mississippi. 0, 1, 2, 3, 6, ça représente le Missouri. Et donc, quand on va questionner l'IA, il va constamment essayer de faire une suite de mots qui ont une probabilité de se suivre. Et donc, j'ai une autre vidéo. Vous allez voir, j'adore les vidéos, ça me permet de comprendre comment ça fonctionne et j'espère que ça vous aide aussi. Donc là, c'est malheureusement en anglais. Je n'ai pas trouvé cette vidéo en français. Mais je vais lui envoyer une phrase et on va voir comment fonctionne un modèle pur d'IA générative. Donc là, on a un exemple des couches de neurones. C'est ultra simplifié. On n'est pas obligé de comprendre ce qui va se passer. J'espère que vous allez pouvoir voir. Je vais mettre une question, une phrase là-haut. Donc je vais dire, voilà, I am hungry, I need to. J'ai faim, j'ai besoin de. Il y a plein de calculs qui vont être faits et on va essayer de prédire le prochain mot qui va être go. C'est tout ce que fait une IA générative. Prédire le prochain mot. Et donc, je vais lui dire I need to go. Je peux changer le paramètre de mon algorithme, la recette du modèle. Je peux lui dire d'être de plus en plus créatif. Et donc, dans ce cas-là, il va augmenter la probabilité du prochain mot. Et si je fais générer et je continue, vous allez voir comment fonctionne une IA. Vous allez dire I'm hungry, I need to eat my. On continue à générer. I'm hungry, I need to eat my meal. I'm hungry, I need to eat my meal. Fin de la phrase. Ça, c'est ce qui se passe derrière un modèle d'IA génératif. Aujourd'hui, quand vous lui envoyez un prompt, quand vous lui envoyez votre question, il va essayer de prédire les mots qui arrivent derrière la question. Il fait beau dehors, j'ai besoin de mettre de la crème solaire. Si on augmente les paramètres, donc ce que vous voyez ici, la probabilité du prochain mot, à chaque fois, le modèle va prendre le mot le plus probable. Et si on augmente sa créativité, j'ai besoin de mettre un bonnet. Il va raconter n'importe quoi. Et donc, ce que font Mistral, ChatGPT et autres, ils programment ça pour que ce soit pertinent pour une conversation. Alors, est-ce que vous avez des questions? Normalement, il y a quand même quelques questions. On n'a pas abordé plein de sujets. J'ai montré des vidéos. En dehors de Jade et Sarah, hein. N'hésitez pas. Ou si c'est clair, c'est que les vidéos fonctionnent. Oui. Oui. Ouais, la question c'est, avec l'évolution des IA, est-ce que l'IA a déjà eu du mal à identifier le prochain token? Oui. Et ça c'est mon métier, d'essayer de faire en sorte que l'IA raconte pas n'importe quoi, surtout quand je suis en présentation devant les clients. Donc c'est un vrai enjeu. Aujourd'hui, il y a un métier qui existe qui s'appelle le prompt engineer, l'ingénieur du prompt. C'est un métier qui est très reconnu. Si vous allez sur LinkedIn, il y a des centaines d'offres d'emploi. Le métier du prompt engineer, c'est de passer ses journées
à rédiger le meilleur prompt pour être sûr que le modèle, quand il reçoit ce prompt, toutes les couches-là vont lui donner le mot avec la meilleure probabilité de répondre à sa question. Voilà. Et c'est un vrai métier. Et l'objectif de l'atelier tout à l'heure à 11 h, c'est que vous vous connectiez sur une plateforme pour discuter avec le modèle pur, sans abstraction de Mistral, de GPT et autres, et que vous puissiez voir comment est-ce que quand vous changez cette probabilité, eh ben, le modèle commence à générer n'importe quoi. Et donc là, on va rentrer dans un exemple. Ces modèles dont je parle versus un assistant, ce n'est pas la même chose. Et vous allez voir pourquoi. Quand je demande à Mistral, comme à ChatGPT, qui est le Premier ministre, il me dit c'est Gabriel Attal. Oui, mais pas aujourd'hui. Si je lui redemande qui est le Premier ministre, mais je lui donne accès à Internet, il va me répondre, normalement il va prendre plus de temps parce qu'il va chercher des informations sur le web, et il va me répondre, le Premier ministre de la France est François Bayrou. Il a été nommé récemment, et voici la source. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai posé ma question, j'espère que vous pouvez bien voir, quand j'ai posé ma question sur qui est le Premier ministre, dans le jeu d'entraînement qui a été utilisé pour l'algorithme qui nous a donné le modèle de Mistral, c'est un modèle qui a été entraîné à l'époque où Gabriel Attal était Premier ministre. Et ça a complètement coupé. Donc si je pose cette question à Mistral aujourd'hui, Mistral peut me dire uniquement Gabriel Attal. C'est la seule source de données que ce modèle d'IA générative a. Par contre, quand on va lui donner la capacité d'avoir un outil de moteur de recherche, et ça c'est ce qui est caché sur ChatGPT, c'est ce qui est caché parfois sur Mistral et sur les outils d'entreprise, c'est que derrière, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai posé cette question, qui est le Premier ministre, le modèle d'IA s'est dit, oula, ça a peut-être changé, et s'il connaît la France, il va se dire, voilà, c'est sûr qu'elle a changé, et va faire une requête à un moteur de recherche. Il va faire appel à Google. On va faire une recherche Google. Google va vous envoyer sur le site, donc là c'est le site du gouvernement et BFM. Automatiquement, il va lire les informations. Ces informations vont être envoyées à Mistral, et Mistral va pouvoir nous donner une réponse sourcée. Oui. Alors, ils vont chercher toujours sur les mêmes sources, sauf si on leur indique. Et donc ça, on commence à le voir. Ils commencent à avoir des petits partenariats. Par exemple, Mistral a un partenariat avec l'AFP. Automatiquement, quand on va activer cette fonctionnalité, Mistral va uniquement aller chercher l'information sur AFP. Le modèle Grok de Elon Musk, j'imagine que ce n'est pas sur CNN qui va chercher l'information, c'est plutôt sur Fox News. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement biaisé, effectivement. Et donc, normalement, si vous avez compris comment fonctionne une IA générative, on n'est pas censé l'utiliser pour faire nos recherches. Le modèle d'IA générative a comme seule compétence de générer le prochain mot. Il n'est pas capable de savoir si la réponse générée est vraie. C'est un outil pour formater une réponse, c'est un outil pour générer du texte. Ce n'est pas un outil pour apporter une réponse. Et donc c'est pour ça qu'on commence à mettre en place ces outils. Et donc là, je vais le remontrer rapidement. Quand je clique sur Tools, je vais lui donner accès à un web search. Et donc ça, toutes les entreprises ont été obligées de mettre ça en place parce que sinon, les IA génératives hallucinaient, racontaient des informations qui étaient factuellement fausses. Et donc je vous laisse imaginer dans le secteur du droit, il faut absolument une IA générative couplée à un moteur de recherche avec un bon prompt, avec les personnes qui vérifient que le prompt est pertinent et a la bonne réponse. Donc c'est bien plus complexe que juste prendre un modèle et poser des questions. Oui. 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 Oui, potentiellement. Exactement. Jamais. Jamais. Le maximum, ça va être 99,9. Effectivement, c'est exactement ça. On ne sera jamais capable d'assurer un résultat à 100%. Oui.
Mhm. Oui, alors, qui est-ce qui définit les sources? Donc, dans les outils grand public, ce que je montrais qui étaient les assistants, pour Mistral, c'est les ingénieurs de Mistral. Pour ChatGPT, c'est les ingénieurs de ChatGPT. Donc, c'est des Américains à la Silicon Valley qui vont décider des sources. Dans le monde de l'entreprise, c'est complètement différent. En tant qu'IBM, on ne vend pas des solutions. IBM, mes confrères, toute la communauté qui vend des solutions d'IA générative aux entreprises, nous, on va donner l'outil pour que l'entreprise choisisse d'aller chercher dans Légifrance, dans le code du travail et dans la boîte mail. Là, il est différenciant. Et il y a vraiment deux univers. Il y a l'univers de l'IA grand public et il y a l'univers de l'IA pour l'entreprise. Et donc, normalement, vous verrez dans l'atelier tout à l'heure que dans notre studio d'IA, quand on va créer un système d'IA, on va vous donner accès à un modèle et vous pourrez choisir différentes sources, des PDF par exemple. Ça, c'est possible. On peut également créer ça. Aujourd'hui, là, la fonctionnalité qui a été rajoutée s'appelle un web crawler. Donc, en réalité, ça va aller chercher sur tous les sites. Mais on peut blacklister des sites, on peut lui dire d'aller chercher uniquement sur des sites spécifiques. Donc ça, c'est un enjeu absolument majeur. Et c'est ce concept-là, j'ai essayé de faire un petit schéma. J'espère que ce schéma va vous aider à bien comprendre. Quand on pose une question à l'utilisateur, en réalité, la question va être envoyée à un moteur de recherche, à Google, d'accord ? Google va me dire quels sont les principaux résultats de recherche. Site du gouvernement, le Premier ministre, c'est François Bayrou. Site de BFM, le Premier ministre, c'est François Bayrou. Et dans mon prompt, dans le prompt qui est envoyé, on va envoyer des instructions, on va envoyer la question, donc qui est le Premier ministre, et cacher ce qui a été envoyé au modèle, c'est les résultats de la recherche de BFM et du site du gouvernement. Donc quand vous posez une question sur ces assistants, il n'y a pas juste votre question qui est envoyée au modèle. Il y a plusieurs informations qui sont envoyées, dont l'instruction, que je n'ai pas mentionnée encore, et que je vais expliquer sur la slide d'après. Déjà, est-ce que cette partie est compréhensible, plutôt claire? Si je sors un petit peu des assistants grand public, aujourd'hui, en tant qu'IBM, et on a fait des centaines de projets sur l'IA, il n'y a aucun système, on n'a jamais vendu, commercialisé, créé des projets sans cette brique rouge. C'est complètement impossible. On est obligé de récupérer de la donnée fiable pour l'IA générative. Et donc ces instructions, encore une fois, ces instructions sont au contrôle du fournisseur de modèles. Dans l'entreprise, c'est les services informatiques qui décident. Chez Mistral, c'est Mistral qui décide. Chez OpenAI, c'est OpenAI qui décide. Donc quand on pose une question, il y a un concept qui s'appelle le système prompt. D'accord ? Quand vous demandez à Mistral, à OpenAI de faire quelque chose, en réalité, il va avoir votre question qui va être envoyée, mais aussi les instructions du modèle. Et ça, personne n'a la main dessus. Voilà. Et donc, un modèle peut, par exemple, dans ses instructions, dire ne pas rédiger de recettes pour faire des bombes. Ça, ils ont été obligés de le mettre dans les instructions des modèles parce que les utilisateurs commencent à le faire. Dans le monde de l'entreprise, une instruction peut être « vous voit toujours le client ». Ça peut être mis aussi. Donc, chaque IA générative a ses propres instructions, en plus de la question. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit « rédige un commentaire d'arrêt », en réalité, ce qui a été envoyé à l'IA générative, c'est ma question, plus les instructions du fournisseur. Et ça, c'est caché, on n'a pas la main, c'est mis à jour constamment, et c'est une recette secrète. C'est-à-dire que ça a fuité. Celle-ci, je l'ai récupérée sur le web, mais c'est vraiment la propriété intellectuelle des fournisseurs de modèles. Ce qui fait que ChatGPT va être capable de répondre sans propos haineux, sans propos racistes, sans propos qui sont faux, parce que des propos haineux, des propos racistes, sur le web, il y en a une grosse partie. Et donc, comment stopper la probabilité du prochain mot en donnant des instructions très claires? Et donc, la dernière étape, par exemple, ça peut être des arrêts similaires. Hop. Tout ça va être mis dans le prompt, et donc on va l'envoyer au modèle, au LLM. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'un modèle était figé dans le temps.
Donc comment est-ce que c'est possible qu'à la 5e question que je pose, il est capable de savoir ce que j'ai demandé la 2e ou la 3e fois? Ben ça, c'est pas le modèle, c'est un système informatique qui a décidé de faire en sorte de réinjecter l'historique. Donc je m'explique, je vais essayer d'être très clair aussi sur ce point-là. Aujourd'hui, cette conversation qu'on vient d'avoir avec Mistral sur qui est le Premier ministre, si il me dit le Premier ministre est Gabriel Attal et je lui dis qui est cette personne, il va savoir que par personne, je fais référence à Gabriel Attal. Le modèle n'a pas cette information. On est obligé de lui renvoyer. Donc, question 1, système prompt caché. Qui est Gabriel Attal? Gabriel Attal est Premier ministre. Réponse. Deuxième question, qui est cette personne? Pour avoir le résultat, on est obligé de tout envoyer, tout l'historique de conversation au modèle. Donc aujourd'hui, quand vous posez votre 30e question à ChatGPT ou à un modèle, en réalité, à la 30e question, il y a tout l'historique de la conversation qui est envoyé au modèle pour qu'il puisse comprendre s'il y a une relation entre toutes les questions. Est-ce que c'est clair? Donc c'est aussi un point qui est important. Et imaginons qu'on est dans une entreprise et qu'on essaie de garder tout l'historique, et ben on peut envoyer des centaines de milliers de tokens à une IA pour une petite question parce qu'on a envie qu'ils se souviennent de toute la conversation qu'on a eue. Donc ça s'appelle une fenêtre de contexte, et vous l'aurez également dans l'atelier tout à l'heure. Donc ça, c'est la fuite des instructions dont je parlais. Ça a beaucoup fait parler, c'est écrit en trop petit, mais à partir de 11h, vous aurez accès aux slides, si vous voulez aller sur les liens. Il y a même des utilisateurs qui ont répertorié tous les systèmes prompt qui ont fuité, et donc on peut voir que quand OpenAI fait un système prompt, il va mettre 1700 tokens. En français, un mot, c'est 2 tokens. Voilà. Donc, vous imaginez le nombre de mots qui est envoyé avant votre petite question? C'est énorme, c'est énorme. Et donc, si on lit, on va avoir plein de choses comme pose des questions si c'est pas clair, vous voit l'utilisateur, fais attention à la génération de recettes pour des produits illicites, ne génère aucune image qui peut être illicite. Donc ça, c'est toutes les règles. Et les fournisseurs ont des prompts qui sont énormes. Et nous aussi, quand on va créer des projets, le projet qu'on a fait pour l'assistant juridique, eh ben on a travaillé avec les équipes pour donner des acronymes et du jargon. Parce que les IA génératives ne connaissaient pas trop les acronymes techniques ou le jargon juridique, et ben en fait, on les a mis dans l'instruction. Quand l'utilisateur parle de jurisprudence, il veut dire explication de jurisprudence. Et je ne connais pas beaucoup plus de termes juridiques, donc je vais m'arrêter sur cet exemple. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'IA générative? Ouais? Je regarde un peu le temps qui me reste. Il me reste 20 minutes, je vais être capable d'avancer. Donc, l'IA n'est absolument pas l'IA générative. Je vais essayer de cibler un petit peu. On a commencé à parler d'IA dans les années 40 avec Alan Turing, donc super film sur Alan Turing qui est Imitation Game, qui a créé le premier ordinateur. En 1950, il a créé le test Turing qui permet de détecter une IA, et c'est la première fois qu'il a écrit un papier sur est-ce qu'une machine peut réfléchir, est-ce qu'une machine peut penser. Il y a eu la conférence de Dartmouth, qui a été la première conférence où des scientifiques se sont mis autour d'une table et ont mis sur la table le phénomène d'intelligence artificielle. Donc on en parle depuis 1950. Il y a eu des premiers hivers de l'IA. Un hiver de l'IA, c'est une période dans le temps où les gens arrêtent de parler d'IA, arrêtent de faire des recherches. Donc là, c'était lié à la puissance de calcul qui était trop limitée. À cette époque, ils étaient incapables d'avoir la puissance de calcul qu'on a dans nos téléphones. Nous, on est capable de faire tourner des gros modèles. À cette époque, ils ne pouvaient pas faire tourner des modèles d'IA. Donc en fait, ils ne pouvaient pas continuer à créer de nouveaux algorithmes. Il y a eu la sortie des systèmes experts. Donc ça, c'est les systèmes qui sont utilisés par la CAF pour déterminer si oui ou non, avec plein de règles métiers, on peut avancer. C'est ce qui est utilisé chez les assureurs. Est-ce que vous allez être remboursé pour votre sinistre? Suivant plein de conditions, oui ou non. C'est ce qui a été utilisé, et c'est ce qui a commencé à être commercialisé. Juste avant les années 2000, IBM a battu Kasparov aux échecs. Il y a une super série Arte, si vous ne l'avez pas encore regardée, n'hésitez pas à la regarder. Si on avance un petit peu, il y a eu la sortie d'Alexa en 2014, Siri en 2010, 2010-2011, je crois, Siri, et ChatGPT,
j'ai pas mis la date, mais qui est sorti en 2022. Donc parfois, moi j'ai eu la chance de faire un cours également dans une école d'ingé, donc des personnes qui sont dans l'informatique. Quand je leur ai demandé qu'est-ce que c'est l'IA, quand est-ce que ça a commencé, il y en a certains qui m'ont quand même dit que ça a commencé en 2020-2022 avec l'arrivée de ChatGPT. Alors que c'est un domaine et un secteur qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je vais passer très rapidement sur ce concept. Il fallait que j'en parle aujourd'hui. C'est le concept qu'on appelle d'IA symbolique. Donc l'IA symbolique, ça va être ces fameux systèmes d'experts, ces moteurs de règles utilisés par les assurances. Donc c'est du raisonnement logique, normatif, applicatif. Avec ces modèles, on arrive à 100%. Avec ce modèle, avec ce qui est utilisé par ce domaine de l'IA, on est sûr à 100% que toutes les conditions ont été remplies pour être remboursées contre ce sinistre. Et donc ça, c'est ce que les assurances utilisent pour savoir si vous êtes remboursé. Je vous laisse imaginer que ce n'est pas un modèle d'IA génératif qui détermine si oui ou non l'inondation de la maison est remboursée. C'est quelque chose de auditable, transparent. Aujourd'hui, on n'appelle plus trop ça de l'IA. C'est des workflows. C'est un domaine de l'IA qui s'appelle IA symbolique parce qu'en réalité, ça fait des années que ça fonctionne. Quand c'est sorti dans les années 2000, 2010, les gens appelaient ça de l'IA parce que c'était tendance, ça faisait le buzz. Et aujourd'hui, c'est plus utilisé comme la planification, par exemple, des entretiens, des RH. Donc chez EY, par exemple, dans les grands cabinets de conseil où on a beaucoup de ressources humaines, on a des consultants, des avocats qui doivent charger leur temps, remplir des timesheets. Et pour optimiser les organisations et les plannings, ça peut être de l'IA comme celle-ci. Pour optimiser les chaînes logistiques de transport, par exemple CMA-CGM utilise un des produits d'IBM qui va permettre de savoir si le dernier conteneur chargé sur un porte-conteneur en Chine peut bien être le premier conteneur qui va être déchargé à Marseille. Et donc ça, il y a de l'optimisation sur un porte-conteneur de centaines de conteneurs. Comment est-ce qu'on fait en sorte que la personne qui a payé pour Amazon Prime, il ait bien son colis en premier? Voilà. Si on avance un peu, on va avoir notre histoire de machine learning. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais aller un petit peu plus vite. C'est sur les données historiques. Le spam, c'est des schémas un petit peu visuels. L'objectif, c'est de manière que vous ayez les slides. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces modèles de classification? On va aussi pouvoir déterminer si un client est content ou n'est pas content. Donc pour une entreprise, même pour une PME, je peux prendre par exemple les notes Google de mon entreprise, par exemple une entreprise de paddle, si on prend par exemple, on va pouvoir déterminer si oui ou non les clients sont satisfaits ou s'ils ne sont pas satisfaits. C'est de la classification. Je vais lui donner des exemples de clients satisfaits, je vais lui donner des exemples de clients non satisfaits, je vais lui donner une revue Google et je vais lui dire dans quelle catégorie est-ce que ça tombe. On peut faire la même chose pour les fraudes financières. Aujourd'hui, c'est ce que mes collègues et ce qu'on aime bien dire à IBM, la plus grosse solution d'intelligence artificielle utilisée, c'est une solution d'IA anti-fraude à chaque fois qu'il y a un paiement bancaire. Donc on aime bien le dire parce que c'est la solution IBM qui tourne derrière. Et donc ça va être une solution qui a plein de petits algorithmes qui vont être calculés à la milliseconde et qui vont déterminer si ma carte bancaire qui est débitée à Bangladesh alors que j'ai acheté un croissant ce matin à Orléans, c'est normal. Si oui ou non, la carte va être bloquée. Ça, c'est des exemples d'IA très concrets. La segmentation, on en a parlé aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans la segmentation? Comme vous pouvez le voir, hein, l'IA, c'est des maths. Hein. L'IA, c'est des maths. Il va avoir un groupe qui, quand il a acheté, le groupe Bleu Ciel, quand il a acheté un iPhone, il a acheté une coque et il a acheté un verre de protection. Il y a des centaines de personnes qui ont fait ça. Et ben, automatiquement, quand la 101e personne va acheter un iPhone, eh ben, on va lui recommander 2 produits en plus. Voilà. C'est ce qui est utilisé chez les grands acteurs du numérique. La régression, pareil. L'IA, c'est des maths. Et donc, quand on va essayer de prédire le prix d'une maison, on va lui donner des exemples. Une maison dans le 16e à Paris, ça coûte 10 millions. Une maison dans la Creuse, ça coûte 50 000. Non, j'abuse un peu. 200 000 euros. Et donc là, on va entraîner un algorithme de machine learning. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça va être des tendances et ça va être des calculs. Ces calculs, ils peuvent être de plus en plus complexes. Ils peuvent faire plein de cas d'usage. On peut prédire les budgets. EDF utilise ça pour l'énergie, être capable de savoir quelle va être la consommation d'énergie en France, pour les stocks, pour la maintenance. Donc c'est des cas d'usage qui sont très utilisés. Et quand ça devient trop complexe, on arrive sur le schéma tout à l'heure. Quand le machine learning n'est plus assez puissant parce qu'il y a trop de paramètres, aujourd'hui, pour prédire le prix d'une maison,
Il y a beaucoup trop de paramètres. Il faut prendre les taux de change, il faut prendre ce qui se passe à la Maison Blanche, pour les taux d'intérêt. Il y a plein de choses. Et donc, en réalité, on va mettre toutes ces informations et on va avoir un réseau de neurones qui va essayer de me dire le prix. C'est une manière un petit peu schématique de le dire, mais voilà. Et donc là, on peut avoir des millions de paramètres qui vont permettre de prédire, avec un seuil de confiance, encore une fois. On n'est pas capable de donner 100% de confiance. C'est plutôt clair ? Normalement, j'ai essayé de l'aborder tout au long de la présentation, et c'est une manière très schématique de dire que à chaque étape, par exemple, est-ce que ça a été rénové? À partir du moment où on dit qu'un bien coûte 200 000 €, mais qu'en réalité il a été rénové, il vient de faire évoluer tous les points de pondération, et il va coûter 210 000 €, 220 000 €. Voilà. Et donc, chaque critère a son propre impact, son propre poids dans la génération. Et donc là, on arrive aux enjeux. Donc les enjeux, j'espère aussi en avoir parlé un petit peu pendant la présentation. Les enjeux d'erreur. Alors là, je me suis amusé, ça fait un petit bout de temps que j'utilise ça, mais Chevrolet, aux États-Unis, a mis en place un super projet d'IA générative pour les clients. Et il y a un client qui a réussi à acheter un 4x4 pour 1 €, pour $1. Voilà. Et donc, on met bien, do we have a deal? Oui, on a un deal. Ce deal est legally binding. Et donc, c'est un assistant qui représente une entreprise sur son site web qui s'engage à vendre une voiture à 1 $. Donc, il y a une responsabilité juridique derrière. Ça a été mis en compte également avec Air Canada, qui a promis un remboursement à un client alors que l'assistant a halluciné. L'assistant n'avait pas les bonnes sources. Il a raconté n'importe quoi. Votre vol est remboursé. La personne, ils sont allés devant les juges, bien sûr nos Américains, et ils ont perdu. Ils ont perdu. Le juge a dit bah non, vous avez un assistant sur votre plateforme. C'est comme un humain. Il s'engage à donner une information. Air Canada a dû payer et a perdu ce procès. Et celle-ci, j'imagine que vous en avez entendu parler. Ouais, je vois des têtes qui se hochent. Plutôt drôle. Un avocat qui a inventé des jurisprudences parce qu'il a utilisé ChatGPT pour préparer sa session. Voilà. Donc, il faut faire attention. Mais ça, j'imagine que vous commencez à le comprendre et vu les questions qui ont été posées, vous le comprenez bien. Je pense que cet après-midi, ce sera bien abordé par mes collègues, mes confrères. La fraude. J'en entends quelques-uns qui rigolent. Récemment, il y a la fraude avec Brad Pitt où Anne a cru qu'en fait, elle discutait avec Brad Pitt et c'était un deepfake et elle s'est fait voler plus de 800 000 €. Ou plus récemment, ça c'est pas trop pour les étudiants, mais dans le monde de l'entreprise, on a un système de notes de frais où c'est trop bien. Quand je vais aller au resto tout à l'heure, je vais me faire rembourser par mon entreprise à condition que je montre une preuve. Et bien ces preuves, cette image, ce ticket, il n'existe pas. Ce ticket a été généré par une IA générative. Mais mon entreprise ne le sait pas. Donc imaginons la fraude, je me rachète une paire de AirPods à 277 €, je génère automatiquement un faux justificatif pour un casque, des écouteurs, c'est un mauvais exemple, pour un câble HDMI et d'autres produits qui peuvent être utilisés dans le cadre de mon job, et en réalité, je peux faire de la fraude extrêmement rapidement. C'est pas nouveau, hein. La fraude, ça fait des années que ça existe. Par contre, ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Le vol de propriété intellectuelle. Vous avez peut-être vu sur ma présentation que j'ai utilisé ma tête en Ghibli, qui a été générée par ChatGPT lors du début de la présentation. Je devrais peut-être la retirer en réalité. ChatGPT a sorti un nouveau modèle de génération d'images, est capable de générer des images de Gaston Lagaffe, de Tintin, identiques, et c'est purement du vol de propriété intellectuelle. C'est complètement illégal pour ChatGPT de faire ce genre de choses. Les modèles d'IA générative ont été attaqués en justice, les fournisseurs, par le Times, le New York Times. Ils ont été attaqués en justice par Le Monde. Parce qu'en réalité, sur la base d'entraînement, ils ont utilisé des articles. Ils seront aujourd'hui attaqués par YouTube. Et YouTube, c'est un des plus gros cas qui existent. Parce que beaucoup des données sur le web sont des vidéos YouTube. Sauf qu'on n'a pas le droit d'utiliser les vidéos YouTube pour entraîner des modèles. C'est la propriété intellectuelle de YouTube. Manipulation politique. J'ai récemment vu des acteurs politiques qui se faisaient des câlins, alors qu'en réalité, on sait très bien qu'on voit mal Poutine et Zelensky se faire un câlin. Donc manipulation politique et atteinte à la réputation. Donc la tête de Tom Cruise, la tête de Will Smith
est tellement connue, est tellement présente dans le jeu d'entraînement des modèles, qu'aujourd'hui, on peut générer des images qui sont à 99% réelles de Tom Cruise qui est à l'autre bout de la Terre, potentiellement atteinte à la réputation. Donc les paparazzis peuvent dire qu'il est avec une autre femme et pas sa femme. Voilà. Mais c'est tellement réel, et on n'est pas capable de le prouver, que c'est utilisé. Donc nous, les acteurs du numérique, IBM, on est en train de travailler sur quelque chose qui s'appelle les watermarks. Donc c'est de mettre dans le modèle l'obligation que quand on génère une image, et ben, en bas à droite ou en bas à gauche, il y a un petit logo qui dise généré par l'IA. Ou que ce logo ne soit pas visible à l'œil nu, mais que quand on met cette image dans un outil de vérification, une IA soit capable avec les pixels de détecter que c'est une image générée par l'IA. Ça, c'est un enjeu énorme. Et le plus grand acteur qui travaille sur ça, c'est Facebook, évidemment. Donc c'est un vrai défi et c'est un vrai enjeu. Et je pense que tout ça, je vais laisser à EY cet après-midi expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent traiter ça et d'un point de vue juridique. D'un point de vue environnemental, c'est un enjeu qui est très important, on y travaille beaucoup. Une requête à ChatGPT, qui est Gabriel Attal, ça va coûter et consommer 10 fois plus qu'une requête sur Google. Pourquoi ? Parce que quand vous posez cette question, vous vous rappelez des couches de neurones qu'on a vues ? Et ben cette question, en réalité, elle va passer dans toutes les couches. Et chaque couche, c'est un calcul. Voilà, donc ça consomme énormément. On est jusqu'à presque 6 milliards de mètres cubes d'eau en 2027. Donc ça, c'est une université américaine qui a décidé ça, pour juste rafraîchir les méga serveurs qui font justement ces calculs. Un autre chiffre assez impressionnant, donc ça c'est Luc Julia, le Français qui a créé Siri et qui travaille aujourd'hui dans l'IA. Il a dit que, suivant la taille de la requête, comme on a vu, on peut avoir plus ou moins de prompts, donc c'est difficile, mais entre 5 et 20 requêtes d'un système d'IA, ça consomme 1,5 litre d'eau. 1,5 litre pour une dizaine de questions. 1,5 litre, je vous rappelle qu'on est censé boire 1,5 litre d'eau par jour. Et aujourd'hui, l'IA consomme plus que nous. Et en termes de déchets électroniques, dans le cycle de vie de l'IA, ce qui consomme beaucoup, c'est les matériaux rares, c'est l'extraction de ces matériaux rares, c'est la transformation de ces matériaux. Et donc aujourd'hui, le fait que nos ordinateurs, nos anciens ordinateurs ne sont pas capables de faire tourner des modèles d'IA, fait qu'on va les jeter et on va acheter les nouveaux qui peuvent faire tourner ces modèles. Et donc ça génère énormément de déchets électroniques qui sont très durs à recycler. Voilà. Donc c'est un enjeu important. En tant qu'IBM et les acteurs du marché, on a tendance à essayer de créer des modèles qui sont plus petits. Donc quand on parlait des couches de neurones, nous on va essayer d'avoir un modèle qui est aussi pertinent avec moins de couches. Comme ça va générer et utiliser moins d'électricité. Au lieu d'avoir un calcul qui passe par 90 millions de paramètres, nous on essaie de faire en sorte qu'un calcul passe par que 2 millions de paramètres. Moins de consommation d'électricité, moins de consommation d'eau, etc. Alors ça, j'ai mis des schémas. Ce qui est intéressant, c'est le PDF. Donc vous aurez les slides si vous êtes intéressé. Le Shift Project a fait un rapport intermédiaire sur ce sujet. Un des risques de l'IA, c'est que tout le monde l'utilise et la consommation électrique des data centers est en train d'empiéter potentiellement sur la consommation électrique de la société. Par exemple, l'électrification de l'automobile. Les data centers vont consommer tellement d'électricité que potentiellement, pour faire tourner la machine à laver le soir, on n'aura plus assez d'électricité. Donc ça, c'est un enjeu important. Et également le fait que l'IA peut nous apporter des économies, de l'optimisation. Comme je disais, EDF utilise l'IA pour optimiser le fait de faire tourner une centrale nucléaire, par exemple. Ils vont utiliser de l'IA. Donc ça, c'est un super point pour l'environnement. Par contre, les ressources minières, la consommation de l'utilisation et le fait de poser 30 fois la question qui est Gabriel Attal pour faire des démos, bah ça a un impact négatif. Et donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Les changements d'habitude, ça c'était une question de Sarah tout à l'heure sur comment est-ce que ça va changer. Pour nous, et ce qu'on voit, c'est que les personnes utilisent de moins en moins les moteurs de recherche. Et donc, quand on était tous à l'école, on nous a appris à faire des exposés. L'objectif de l'exposé, c'est d'apprendre à apprendre, de vérifier ses sources, de ne pas toujours tomber sur Wikipédia. Aujourd'hui, quand on a un assistant IA qui fait tout pour nous, c'est super, parce que c'est ultra personnalisé. Ça me fait gagner du temps. Ça peut être multimodal, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des images, on peut aussi avoir de la voix. Par contre, il peut y avoir des biais, et la dépendance technologique est énorme. Donc ouais, c'était Madame Prokop qui est assise juste là, qui posait la question tout à l'heure. La dépendance technologique va faire que potentiellement,
on va moins être capable de faire des recherches sur le web, moins être capable de vérifier nos sources. Et que si j'utilise Grok de Elon Musk versus si j'utilise Mistral, je vais poser une question et la réponse ne va pas être la même. Je vais poser une question sur le droit des femmes, la communauté LGBT, et automatiquement, je vais avoir des réponses qui sont factuellement différentes. Et donc, imaginons que ce soit une personne qui soit en 4e en train de faire son exposé, bah, ça pose des vraies questions. Et il y a une recherche qui est sortie ici, je vous enverrai le lien, enfin, vous aurez le lien. Il y a une étude très très grande qui a été faite où ils ont donné GPT à des étudiants. Les étudiants étaient meilleurs avec ChatGPT que les étudiants sans ChatGPT. Par contre, quand on leur coupe ChatGPT, les étudiants qui ont appris à l'utiliser sont moins bons que ceux qui ne l'ont jamais eu. Dépendance technologique. Les étudiants qui n'ont jamais utilisé l'IA générative sont meilleurs que les étudiants qui ont utilisé l'IA générative mais qui n'y ont pas accès, qui n'ont pas de Wi-Fi. Ce serait bête d'avoir un problème ou des difficultés juste parce qu'on n'a pas de Wi-Fi. Voilà, ça c'est des recherches qui sont très poussées et je vous ai mis un lien, donc ce sera l'occasion. Il y a un test qui est assez sympa aussi, surtout qui a été développé autour des voitures autonomes. Donc aujourd'hui, une voiture autonome, on est capable de tout programmer. On est capable de mettre dans le code de la voiture, est-ce que la voiture qui est vide va renverser, tuer 2 filles et un chien, ou est-ce que la voiture doit tuer 2 grands-parents? Et donc ça, c'est le MIT qui a sorti ça. Ils l'ont envoyé partout dans le monde. Il y a eu des millions de réponses. Et suivant la culture, nous n'avons pas la même culture. En Asie, l'aîné a toujours la priorité. En Asie, automatiquement, on va tuer des enfants. En France, du moins personnellement, on a plutôt tendance à dire on va protéger les jeunes. Donc, comment est-ce qu'on programme l'IA pour prendre ce genre de décision? C'est la réponse à $1 milliard. Personne ne le sait. Encore plus loin et encore plus triste, parce que l'IA est capable de savoir ce genre de choses. Est-ce qu'on tue une famille, 4 personnes, ou est-ce qu'on va tuer 4 personnes qui ne sont pas médecins, ou est-ce qu'on va tuer des médecins qui peuvent potentiellement sauver des vies? Est-ce que toutes les personnes se valent? Dans ce test, il y a également le fait qu'il y en a qui sont criminels. Ils ont des bandeaux, c'est des bandits. Est-ce que tuer 2 bandits a la même valeur que tuer un médecin? Voilà. Je vous laisse imaginer la complexité. Aujourd'hui, les algorithmes de vision, on est capable de détecter l'âge des personnes, toutes ces informations-là. Voilà. Donc je vous laisse le lien. N'hésitez pas à tester. Les résultats sont choquants. C'est assez impressionnant suivant la localisation dans le monde. C'est très intéressant. Yann Lequin encore. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est un petit peu ma rockstar. Yann Lequin, il dit qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas les big tech. Donc on entend beaucoup le fait que l'IA générative, c'est les big tech. Donc c'est les grandes entreprises contre les petites entreprises. Historiquement, c'était ça. Et venant d'une grande entreprise, IBM a souvent été au milieu de plein de clashs parce qu'on rachetait des startups, IBM essayait de bloquer l'innovation pour qu'on garde nos parts de marché. C'est absolument pas le cas dans l'IA. Dans l'IA, il y a 2 équipes, et c'est l'équipe ouverte et l'équipe fermée. C'est l'équipe qui, comme Mistral, partage ses jeux de données d'entraînement, partage ses modèles gratuitement pour tout le monde, donne accès à ses systèmes prompts, ouverture, et les acteurs du numérique, comme OpenAI, Apple, Google et d'autres, qui ne donnent pas accès. OpenAI, personne n'a accès au modèle d'OpenAI. Personne ne peut le vérifier. En termes de biais, on est obligé de faire confiance à des ingénieurs autour de la trentaine qui sont blancs aux États-Unis à la Silicon Valley. Alors que pour le reste de la communauté, Meta, Facebook, Mistral, la totalité du monde peut vérifier les biais des modèles. Donc ça, c'est un enjeu qui est gigantesque et on est vraiment sur 2 équipes, ceux qui donnent accès à la technologie et qui donnent de la transparence versus ceux qui ne le font pas. Et donc ça nous amène à cet enjeu de souveraineté. Donc là, je suis sur ChatGPT. Quand je lui demande, voilà, j'aimerais bien regarder un film ce soir et manger, il va me dire, OK, regarde La La Land de Ryan Gosling et fais-toi un burger maison. Logique. Une IA américaine. Même question, sans triche. Je pose la même question à Mistral. Mistral me dit, regarde Intouchable et cuisine-toi un coq au vin.
On en pense quoi? C'est pas mal. Mais si on va encore plus loin et on reprend nos exemples de tout à l'heure, c'est un petit peu drôle, mais sur des enjeux importants, voilà, ça peut être le jour et la nuit. Et surtout avec ce qui se passe aux États-Unis, utiliser des modèles d'IA générative américains vont avoir des valeurs américaines. Gouverner l'IA, je vais laisser ça à EY. Aujourd'hui, il y a l'européenne AI Act qui est sortie, donc on est obligé de gouverner l'IA. Il y a un atlas de risques pour les entreprises, donc ça on pourra en parler lors de l'atelier. Il y a plein de risques et ça on pourrait passer 1h30 sur ces risques. Et je voulais rapidement parler de l'IA de demain, qui est l'IA agentique. Les agents, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Eh ben, ton assistant, quand on va lui dire j'aimerais bien partir en vacances, il va me répondre, il va dire OK, où est-ce que tu veux partir? Et je vais lui dire OK, c'est intéressant, j'ai des options. Où est-ce qu'il fait le plus beau à Noël? Il va me dire OK, il fait 13 degrés à Orsières-Merlette, qui est une station. Et je vais dire OK, je veux partir du 23 au 29, et l'assistant de la SNCF pourrait me générer directement une réponse pour que je réserve mon billet de train. Donc là, vous voyez, les assistants, c'est quand même intelligent. C'est intelligent, mais c'est réactif. Aujourd'hui, l'industrie est en train de travailler sur des agents, et les agents, quand on va leur poser la question « Prépare-moi des vacances en famille », l'IA générative va raisonner, planifier ces étapes, et de manière autonome, sans que je clique quelque part, sans que je lui donne le droit, va faire appel à un moteur de recherche pour identifier les dates, va faire appel à un connecteur avec Météo France pour récupérer la météo, et enfin va faire appel à un connecteur avec la SNCF pour réserver mon billet de train. Et donc ça fait qu'en réalité, les agents, un petit peu le futur de l'IA, c'est plus des assistants, c'est des agents, et ben il va être capable de me réserver mon billet de train pour les bonnes dates, à la bonne station, sans que je lui ai dit les dates, sans que je lui ai dit ma station, etc. Donc c'est vraiment une révolution de l'autonomie. Ça, c'est un schéma un petit peu technique, mais au lieu de poser une question à l'IA générative et qu'il nous réponde, il va utiliser plein d'outils. Il va rechercher, il va faire appel à des outils du web. Donc on ne va pas passer trop de temps sur cette slide, mais vous l'aurez. Et donc là, je crois que c'est ma dernière vidéo, et après, on est plutôt bien 11h05. L'atelier, t'inquiète, Ethan, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'atelier ne durera pas 1 heure de toute manière. Donc je propose de finir et après je prendrai du temps sur l'atelier et pas sur les autres, ni sur la pause. On va être capable automatiquement, avec un agent, là c'est marqué en anglais, mais je vais lui dire, voilà, j'aimerais bien acheter un appartement à New York, voici mon budget, 50 000 € par mois, c'est quelqu'un qui gagne des sous, hein, qui voudrait un bon quartier avec des bonnes écoles et qui aimerait bien qu'on génère une liste et qu'on compare plein d'informations. Donc ça c'est quelque chose de super complexe. Ça, concrètement, c'est un agent immobilier. C'est un agent immobilier. On lui donne un budget, on lui donne même pas un quartier, on lui dit juste « je veux des bonnes écoles » et il est censé me trouver quelque chose. Et donc là, la vidéo, ça va aller vite, mais c'est des démos qui sont sorties en janvier qui montrent que l'IA peut, de manière autonome, accéder le web, faire appel en tant qu'humain à plein d'informations sur le web et générer des réponses. Donc il va comprendre ce qui se passe, il va faire appel, il va aller automatiquement sur les sites. Donc là, on parle bien d'une IA qui est capable d'aller sur des sites, faire des comparaisons, analyser des images, analyser des rapports, utiliser des lignes de code, tout ça de manière autonome alors que je lui ai juste demandé d'être un agent immobilier, sans forcément lui donner plus d'informations. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de tokens qui sont générés, il se passe plein de choses. Il va aller sur différents sites, il va vérifier les quartiers, le taux de criminalité par quartier, le taux des écoles, il va essayer de trouver pour un budget de 50 000 € les meilleurs appartements, faire une liste de ces appartements. Et donc tout ça, moi je ne lui ai pas expliqué comment faire. Il le fait tout seul. Et à la fin, il m'a généré plein de documents et avec plein de comparaisons. Donc ça c'est un des cas d'usage qui est un petit peu simple à expliquer, mais je vous laisse imaginer dans une entreprise, si j'ai envie de dire, voilà, optimise ma chaîne de production ou optimise la livraison, un agent peut automatiquement aller sur le site du PS, changer une adresse, contacter un fournisseur, envoyer un mail à un fournisseur demandant des délais de transport plus courts, et ça de manière autonome. Voilà. Ça, c'est la vision de l'IA. On n'y est pas encore pour les entreprises, mais on a quand même créé une IA qui est capable de simuler le raisonnement, parce qu'on a dit que ça faisait que prédire le prochain mot. Et donc les chercheurs sont en train de travailler sur l'utilisation de ce raisonnement pour de l'autonomie. Et donc ça pose la question de l'explosion de l'intelligence
Un des points aussi aujourd'hui, c'est que DeepSeek, un des modèles, quand on lui a demandé de s'améliorer, il a réussi à donner une explication de comment s'améliorer et générer des réponses 2 fois plus rapidement. Donc si je reformule, on a une IA, on lui a demandé de s'améliorer, et l'IA a créé une meilleure IA. L'IA n'avait pas les outils pour le faire tout seul, donc on a demandé à un humain, mais on arrive un petit peu à de la science-fiction. Voilà. On peut imaginer que les IA vont s'entraîner eux-mêmes et vont être capables de faire des découvertes que nous, humains, on n'a pas eu le temps de faire. Et ça, c'est théorique. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et donc pour l'entreprise, et c'est ma dernière slide, pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh ben, on va devoir proposer une plateforme qui est ouverte. On a besoin des modèles. On sait comment est-ce qu'ils ont été entraînés, ces modèles. On connaît la source et on a confiance. On a besoin que ces modèles soient éthiques. Donc nous, on travaille avec nos équipes juridiques qui valident nos jeux de données pour être sûr que les jeux de données qui sont faux ont été retirés des entraînements, qu'on peut personnaliser, économe, gouvernable. On a l'IA symbolique, dont on parlait tout à l'heure. L'IA non symbolique, c'est toute l'IA générative. Ces agents qui arrivent. Et après, sur les modes de déploiement, aujourd'hui, la plupart des données, en fait, des serveurs sont dans le cloud et donc sont maintenus, par exemple, par IBM, par Amazon, par Google. Il y a aussi la possibilité d'être on-premise. Donc, c'est une salle serveur chez les clients. Et donc, c'est des salles qui sont déconnectées de l'Internet. Et donc, ça permet de sécuriser pour les banques. La donnée ne va pas automatiquement dans les serveurs. Voilà pour moi. Merci beaucoup. J'ai dépassé d'un petit peu, mais je prendrai du temps sur mon atelier. Et on peut redire merci à Ethan pour l'orga, parce que je trouve que c'était top. Super. Merci Mathéo. Du coup, petite pause de 10 minutes. Il reste du café, il reste du thé, il reste tout ça. Donc vous pouvez retourner en Sully 2. Et du coup, on se retrouve ici dans 10 minutes pour l'atelier pratique. À tout de suite.